Bonjour à tous, je suis très content de pouvoir faire cette présentation, très content de pouvoir vous parler de deux sujets qui m'intéressent particulièrement, qui sont Svelte et puis l'éco-conception de services numériques. Donc dans cette présentation, je ne vais pas spécialement vous montrer de code, pas spécialement non plus vous montrer d'applications que j'ai pu développer avec Svelte. L'idée c'est plutôt de vous montrer comment Svelte peut s'inscrire dans une démarche d'éco-conception. Je vais me présenter très rapidement, je m'appelle Anthony Legois, je suis développeur et directeur technique chez Zenica. Je travaille à Brest et je m'intéresse particulièrement à l'écosystème front-end. Donc c'est assez naturellement que j'ai découvert Svelte au travers de ma veille et je m'y intéresse maintenant depuis à peu près un an et demi. Commençons par parler de l'empreinte environnementale du numérique avec un premier constat qui est celui-ci. L'empreinte environnementale du numérique est en très nette hausse depuis plusieurs années. Je pense que c'est un secret pour personne, je ne vous apprends rien. Quelques chiffres pour illustrer ça. Le poids moyen des sites web a été multiplié par 115 entre 1995 et 2015. C'est un coefficient, un ratio qui est très important, mais qu'on peut comprendre assez facilement finalement, puisqu'on imagine très bien que en 1995, des applications qui étaient développées étaient quand même beaucoup moins complexes et fonctionnellement et techniquement que celles qu'on peut développer aujourd'hui. Deuxième point, le poids moyen des sites web multiplié par 6 entre 2010 et 2018, chiffre peut-être un peu plus parlant parce que plus récent, qui montre qu'on continue de développer des applications toujours plus grosses et donc forcément qui ont une empreinte environnementale qui est elle aussi toujours plus importante. On va regarder maintenant du côté des causes avec la répartition par tiers de l'empreinte environnementale du numérique en France. C'est tiré d'une enquête qui est disponible sur le site de greenIT.fr. On voit ici que ce sont les utilisateurs qui ont la plus grande empreinte environnementale et les utilisateurs notamment au travers des équipements qu'ils utilisent pour accéder à du service numérique. On voit qu'on a un pourcentage qui va de 64% à 91% suivant l'indicateur qu'on va regarder. Vient ensuite le réseau entre 5 et 21% et puis enfin les centres informatiques, donc les data centers, entre 4 et 15%. Alors, sur ce dernier point, sur les centres informatiques, en fait, je pense qu'on a souvent tendance à penser, et à tort manifestement, que les data centers ont une empreinte environnementale qui est vraiment très importante. On voit ici qu'elle est beaucoup moins importante que celle des utilisateurs, et ça se comprend, en tout cas ça s'explique par deux facteurs principaux. Le premier, ce sont la durée de vie des équipements. On estime aujourd'hui que la durée de vie d'un data center, elle est située entre 4 et 6 ans. Là où celle d'un smartphone, par exemple, est plutôt située entre 18 et 24 mois, donc un an et demi et 2 ans. Et deuxième point important, un data center, c'est un équipement qui va être utilisé par de très nombreux utilisateurs. Là où si je reprends mon exemple du smartphone, bah, c'est quelque chose qui est utilisé par un seul utilisateur, et donc ça explique assez fortement, vu le nombre d'utilisateurs, bah, la différence entre l'impact sur l'environnement des centres informatiques et des utilisateurs. Ensuite, deuxième point important à regarder, c'est la répartition en fonction de l'étape de cycle de vie. On voit ici, assez sans surprise, je trouve, que c'est lors de la fabrication des équipements qu'on va finalement avoir l'empreinte environnementale la plus élevée. C'est juste pas vrai pour l'utilisation, mais ça se comprend aussi assez facilement, puisqu'on imagine bien que, par exemple, si je reprends l'exemple des data centers, qu'ils ont besoin d'une quantité d'énergie assez importante pour fonctionner au jour le jour. Donc voilà sur les causes. Si on résume très rapidement, ce sont les utilisateurs qui ont le plus gros impact et c'est lors de la fabrication des équipements qu'on a aussi l'empreinte environnementale qui est la plus élevée. Donc si on se pose 30 secondes, on peut déjà peut-être avoir une première piste de réflexion sur comment finalement réduire l'empreinte environnementale du numérique. On se dit simplement que si on arrive à concevoir des applications qui ne vont pas nécessiter de changer de téléphone, par exemple, tous les 2 ans, et ben déjà, on va faire un premier pas vers la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Regardons maintenant du côté des conséquences. Je pense que vous les connaissez, les conséquences, hein. Évidemment, tout ça, c'est un impact sur la planète. Le réchauffement climatique, la fonte des glaces, la montée des eaux, etc., etc. Ça met en danger les hommes, ça met en danger aussi tous nos colocataires, pardon, sur cette planète, toute la faune qui vit autour de nous. Et dans cette faune-là, justement, on trouve des espèces absolument magnifiques que moi, personnellement, j'ai envie de préserver. Je pense que vous me voyez venir, je veux bien entendu parler des bébés phoques. Parce que les bébés phoques, c'est beaucoup trop mignon et il faut absolument les préserver. Moi, quand je vois une petite bouille comme celle-ci, bah, j'ai envie d'avoir un impact positif pour sauver les bébés phoques. Et surtout, j'aimerais le faire au travers de mon travail.
Donc je suis développeur et j'aimerais pouvoir, bah, quand je conçois, quand je développe des applications, avoir un impact positif, réduire l'empreinte environnementale de ce que je crée finalement. Mais comment sauver les bébés phoques alors? C'est ce qu'on va voir et en fait l'idée c'est d'adopter une démarche d'éco-conception. Alors l'éco-conception c'est quoi? C'est une démarche d'efficience. Et contrairement à une démarche d'efficacité, une démarche d'efficience vise à atteindre un objectif en engageant le moins de ressources possible. Le site greenIT.fr donne cette définition-là de l'éco-conception, qui est éco-concevoir un site web consiste à un niveau de qualité et de service constant, à réduire la quantité de moyens informatiques et télécoms nécessaires, c'est-à-dire son empreinte matérielle. Donc si on résume encore un tout petit peu plus, si on vulgarise encore un peu plus, l'éco-conception, c'est juste concevoir des services numériques qui vont permettre enfin, qui vont nécessiter le moins de matériel possible. Pour réduire l'impact d'un site web, on va donc chercher à fournir un service qui nécessite la plus petite configuration minimale pour l'internaute, qui monopolise le moins longtemps le réseau et les serveurs, et qui nécessite le moins de serveurs possible. Où porter l'effort alors? Ce qu'il est très important de voir ici, ce que je veux souligner, c'est que plus on intervient tôt et plus les leviers sont importants. Donc plus on intervient tôt dans le process qui vise à créer un service numérique, c'est-à-dire lors des phases de cadrage, de conception fonctionnelle, de conception technique et également de maquettage, et puis on va avoir un impact fort sur la réduction de l'empreinte environnementale. Et deuxième point à souligner, c'est que le travail de conception réalisé en amont aura un impact bien supérieur à l'optimisation de code. Alors c'est important d'optimiser son code, on encourage bien évidemment à le faire, mais le travail de conception réalisé en amont aura toujours un impact qui est vraiment beaucoup plus important, donc c'est là qu'il faut surtout porter l'effort. Les autres bienfaits de l'éco-conception, oui, parce qu'il n'y a pas que la réduction de l'empreinte environnementale, il y a aussi d'autres bienfaits qui viennent avec, et je voulais souligner ça. En fait, puisqu'une démarche d'éco-conception vise à réduire ce qu'on va appeler le gras numérique, donc tout ce qui est un peu superflu, on va dire, dans le web, eh ben, ça veut dire qu'on va peut-être potentiellement supprimer des features qui ne sont pas essentielles, aussi supprimer du code qui n'est pas essentiel. Et donc tout ça va le faire gagner en performance. Et souvent, quand on dit gain de performance, on a aussi derrière une augmentation de la qualité de l'expérience utilisateur. Donc premier bienfait. Et bienfait suivant, c'est replacer l'accessibilité au cœur du web. En fait, le web est par essence quelque chose qui est accessible. En tout cas, c'est quelque chose qui a été créé pour rendre du contenu accessible au plus grand nombre possible. Et aujourd'hui, avec les applications qu'on développe, qui sont de plus en plus complexes aussi bien fonctionnellement que technologiquement, que techniquement, eh bien, on va avoir des applications qui vont nécessiter d'avoir des appareils avec des puissances de calcul peut-être assez importantes pour faire tourner les applications, qui vont nécessiter d'avoir une très bonne connexion Internet pour pouvoir télécharger tout le contenu, etc. Et donc, ça va un petit peu à l'encontre de ce principe d'accessibilité qui est l'essence du web. Donc voilà, pourquoi bah, finalement cette démarche d'éco-conception replace aussi l'accessibilité au cœur du web. Et Svelte dans tout ça, bah oui, parce qu'on est quand même là pour parler de Svelte. Alors Svelte, le compilateur Green, si vous vous intéressez à Svelte, vous savez très certainement que Svelte, c'est pas un framework comme les autres, et on parle même bien souvent pas de framework au final. On va plutôt parler de compilateur. Donc on va avoir toute cette phase de compilation, de construction de l'application qui vise in fine à soulager le navigateur pour qu'on ait moins d'actions qui vont à réaliser dans le navigateur. La conséquence de ça, bah, c'est que ça va sauver des bébés phoques. Tout simplement parce que cette phase de compilation, dans cette phase de compilation, on va pouvoir faire plein d'actions. Et c'est autant d'actions qui ne devront pas être faites ensuite par les navigateurs des utilisateurs qui vont consommer le service numérique. On va avoir aussi une taille de bundle, donc de notre application finale, qui va être grandement réduite parce qu'on a plein d'actions qui pourront être faites lors de la phase de compilation, plein de calculs qui pourront être faits lors de cette phase en amont. Et donc le bundle final va s'en retrouver réduit. Et si je compare un petit peu avec ce qui peut se trouver dans d'autres frameworks aujourd'hui un peu concurrents, les Angular, React, Vue.js,
Autre point important à souligner, c'est que dans ces frameworks-là, finalement, dans le code de notre application, au final, on va retrouver le code même du framework. Svelte, puisqu'il ne fonctionne pas comme ça, puisque c'est avant tout un compilateur, et ben, on ne va pas retrouver le code du framework dans le code final de l'application. En fait, le code qui constitue notre application, au final, c'est simplement le code qui aura été écrit par l'utilisateur dans la syntaxe Svelte et qui aura été traduit par le compilateur Svelte. Donc, impact très fort, réduction de la taille de l'application, et donc on sauve des bébés phoques. Je vais maintenant vous parler de bonnes pratiques d'éco-conception, bonnes pratiques qui sont basées sur un livre. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, c'est ce bouquin-là de Frédéric Bordage de greenIT.fr qui liste 115 bonnes pratiques d'éco-conception web. Et donc, je vous propose d'en parcourir quelques-unes et de voir comment Svelte aborde le sujet et comment Svelte permet déjà d'appliquer certaines bonnes pratiques d'éco-conception. Première pratique d'éco-conception, limiter le nombre de CSS. Si vous avez développé avec Svelte, vous avez certainement rencontré ce genre de message dans votre terminal qui vous dit ici qu'il y a un sélecteur CSS qui n'est pas utilisé. J'ai donc ma classe ici, Awesome CSS Class, qui n'est pas utilisée. Et donc, déjà, petite parenthèse en termes d'expérience développeur, c'est très agréable parce que je sais déjà que je peux aller supprimer cette classe, ça n'aura aucun impact et ça va simplifier la lecture, la compréhension de mon code. Et ensuite, si Svelte est capable de me dire que là, cette classe-là n'est pas utilisée, bah, Svelte est aussi capable de savoir qu'il ne faut pas l'inclure dans le bundle final de l'application. Donc ça veut dire qu'on va réduire encore un peu plus la taille de l'application au final. En matière de ressources économisées du coup par cette bonne pratique, bah, on va économiser au niveau du réseau. Puisque notre application est plus légère, bah, on va économiser sur ce plan-là. Et puis on économise aussi des requêtes HTTP, mais ça c'est plus une bonne pratique transverse, on va dire qu'on retrouve un petit peu dans plein de frameworks où on va plutôt essayer de concaténer tous les CSS dans un seul fichier CSS pour limiter le nombre de requêtes. Bonne pratique suivante, écrire des sélecteurs CSS efficaces. Alors déjà, c'est quoi un sélecteur CSS efficace? C'est un sélecteur qui utilise soit un ID, soit une classe. Euh, Si vous avez développé avec Svelte, vous savez certainement que le style d'un composant, le style que vous écrivez lorsque vous décrivez un composant Svelte, il est scopé à ce composant. Comment fait Svelte pour faire ce scope finalement? Eh bien, tout simplement, il va créer des classes. Comme vous voyez ici à droite, le Svelte-quelque chose, c'est une classe qui aura été créée par Svelte lors de la phase de compilation. Moi, le code que j'ai écrit, si vous regardez, il est à gauche, c'est cette balise UL où j'ai fait un sélecteur CSS dit non efficace puisqu'il utilise simplement le tag UL comme sélecteur. Et donc, lors de la phase de compilation, Svelte va créer cette classe-là pour faire le scope. Et ce qui fait que bah, c'est un fonctionnement qui est induit par Svelte. On va avoir finalement des sélecteurs efficaces qui vont être utilisés, alors que moi, j'avais utilisé un sélecteur qui était dit non efficace. La conséquence de ça, c'est qu'on va économiser des cycles CPU puisque le filtrage la recherche des éléments sur lesquels appliquer du style va être simplifiée, mais on économise des cycles CPU. Bonne pratique suivante, limiter les repaint et les reflow. Alors le repaint, c'est le changement d'apparence d'un élément du DOM, et les reflow, ce sont les recalculs de position des éléments du DOM. Comment Svelte fait ça? En fait, on va tirer parti du fait que Svelte est un compilateur et Svelte sait exactement, lorsque on a un état qui va changer dans l'application, Svelte sait quels sont les nœuds qui vont être impactés et quand est-ce qu'il va devoir faire un repaint ou un reflow. Et donc de cette manière-là, on va limiter les repaint et les reflow inutiles, et tout ça, ça aura été fait lors de la phase de compilation, et donc c'est pas quelque chose qui va encore tourner au runtime dans le navigateur. Donc on va économiser des ressources et on va économiser des cycles CPU. Le point suivant, c'est réduire les accès au DOM. Et ben encore une fois, on tire toujours parti du fait que Svelte est un compilateur pour économiser des ressources.
Comme je vous l'ai dit juste avant, puisque Svelte sait qu'un changement d'état va occasionner la modification de tel nœud et il sait précisément quel nœud va devoir être modifié, et ben, il n'aura pas besoin d'aller faire des requêtes dans le DOM, d'utiliser l'API du DOM qui est très coûteuse bah, pour effectuer ces opérations qui en fait auront été faites lors de la phase de compilation. Ça économise des ressources, bien évidemment, encore une fois des cycles CPU, mais aussi de la RAM, puisqu'on ne va pas avoir à traverser le DOM pour faire des recherches d'éléments. Voilà, petite conclusion. Si vous cherchez à réduire l'empreinte environnementale de vos sites web, bah, adoptez une démarche d'éco-conception. euh, avec ce point très important qui est que plus vous allez agir tôt dans le process de création de votre service numérique et plus vous allez avoir un impact qui va être fort. Outillez-vous avec les bons outils et il s'avère que Svelte, grâce à son compilateur, eh ben, c'est un outil qui peut s'inscrire dans une démarche d'éco-conception. Vous voyez très bien que l'impact du compilateur est fort sur l'empreinte environnementale des sites web. Et après, on a aussi tout un tas de bonnes pratiques, j'en ai listé quelques-unes ici, qui sont finalement assez invisibles pour l'utilisateur, pour le développeur, mais qui sont quand même là. Donc, on applique déjà des bonnes pratiques. Donc, faites comme moi, faites du Svelte et puis sauvez des bébés phoques. Merci beaucoup.